Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Encore aujourd'hui, une émission remplie de belles découvertes avec nos collaboratrices Joanne Hamel et Monique Barriot. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Mais avant, nous recevrons notre invitée de la semaine, Madame Suzy Desrosiers, autrice, éditrice et propriétaire de la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume. Bonjour, Madame Desrosiers. Bonjour. Alors, vous avez longtemps écrit pour le plaisir, mais une simple carte d'affaires a changé complètement votre vie professionnelle. J'aimerais ça que vous nous racontiez ce qui s'est passé. Oui, d'accord. Sur mon lieu de travail, à ce moment-là, un client m'a laissé sa carte d'affaires simplement pour qu'on puisse le rappeler. Cette carte d'affaires-là, c'était la maison d'édition Les Carnets de Dame Plume, qui était à Saint-Norbert d'Arthabasca à ce moment-là. Donc, je rappelle le client, puis la carte, bien, je la conserve, puis on a une maison d'édition à Saint-Norbert. C'est spécial, parce que déjà, j'écrivais pour le plaisir. C'était vraiment dans des cartables dans ma bibliothèque. C'était juste pour moi, finalement. Fait que, à ce moment-là, de retour à la maison, je demande à mon conjoint, écoute, on écrit du théâtre, on fait du théâtre. Peut-être que ce serait intéressant de publier des pièces de théâtre. Il dit peut-être, mais il dit c'est quand même un domaine plus niché. Puis écoute, peut-être que c'est moins vendeur. Mais tes poèmes dans la bibliothèque, ça ne tente pas de faire quelque chose avec ça. Et je ne suis pas certaine, hein, c'est vraiment personnel. Disons que l'idée a mijoté. Puis à un moment donné, je me suis décidée à les contacter, la maison d'édition. Il faut dire aussi que vous écriviez des pièces de théâtre parce que vous êtes comédienne de théâtre amateur depuis 1992. Vous l'êtes encore d'ailleurs, et vous écrivez encore des pièces de théâtre. Oui. Beaucoup de talent dans une même personne. Donc, vous avez décidé d'écrire de la poésie et vous avez publié en 2016 « Au parfum de mes états d'âme », qui n'est plus disponible, mais si vous aviez de la demande, vous êtes disposé à rééditer. Oui. En 2017, vous avez écrit Quintessence, qui est un autre recueil de poésie. Et au moment où vous étiez en train d'écrire votre troisième recueil, dont nous parlerons tout à l'heure, Le silence tapageur, il y a une opportunité qui s'est offerte à vous. Parlez-nous de cette opportunité-là. C'est ça. Rendu au troisième recueil, je contacte l'éditrice, Mme Ghislaine Boissonneau. Elle me dit « Oui, Suzy, oui, on va être content de publier ton troisième recueil. Ça nous fait plaisir, sauf que on devrait avoir le temps, mais en décembre, je lui téléphonais début février. En décembre, on pense qu'on va vendre, je vais prendre ma retraite. » Je restais surprise. OK, je vais poursuivre quand même l'aventure si on a le temps, mais entre-temps, avec les discussions avec mon conjoint, c'est drôle, mais je me disais, il y a peut-être une opportunité qui se présente, puis ça ne repassera peut-être pas, là. Puis déjà que j'étais intéressée par le domaine parce que j'étais membre de l'UNEC depuis 2017. En 2018, j'ai été déléguée du Centre du Québec pour l'UNEC. Donc, il faut dire que l'UNEC, c'est l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. C'est ça, québécois. Donc, j'étais déjà intéressée par le domaine. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Parce que moi, j'avais déjà une autre carrière. Mais rendue à 50 ans, j'avais le goût de d'autres défis. Fait que je me suis dit, est-ce que ça se peut, premièrement? On a fait les démarches avec les anciens propriétaires. Oui, ça fonctionne. Et en plus, on m'offrait une formation. Auteur et éditeur, c'est bien différent. On met en lumière les écrits des autres, mais il y a de la technique. Donc, je lisais beaucoup. J'avais déjà certains principes, mais je devais quand même avoir la formation, ce que Ghislaine m'a donné pendant 3 mois, intensivement. Puis, après le contrat, un petit suivi aussi de formation. Fait que c'est de même que j'ai changé, là, du tout au tout, de domaine. Puis, Donc, vous avez acquis en janvier 2019 la maison d'édition qui est à compte d'auteur. Oui, c'est bien ça. OK. Est-ce que vous avez changé la formule ou si vous avez gardé la même philosophie? On a conservé la même philosophie. Dans le fond, nous, c'est réaliser les rêves littéraires des gens. Plusieurs personnes veulent vraiment voir leur nom sur un livre. C'est un désir profond. Puis aussi, on les accompagne à toutes les étapes de la publication. Puis je me dis souvent, ce que je dis souvent en lancement, je me dis, c'est pas
parce qu'on n'a pas d'études en littérature, qu'on n'a pas des choses intéressantes à dire. Fait que non, on a conservé la même philosophie, le même accompagnement auprès des auteurs. Et les auteurs, les autrices, est-ce qu'ils peuvent rejoindre de la même façon sur le site des carnets de Dame Plume? Sur le site des carnets de Dame Plume, il y a toutes les coordonnées, donc par courriel, par téléphone. Lors des lancements aussi, on offre la documentation. Lors des lancements, beaucoup de documentation sont offertes aussi. Puis on répond vraiment aux questions des gens sur place. Fait que c'est une autre manière aussi d'entrer en contact. Et à cause de la pandémie qu'on a vécue et qu'on vit encore, est-ce qu'il y a une façon différente de rencontrer les gens, de faire les lancements? C'est certain qu'on ne peut pas rencontrer en présentiel, donc souvent par Zoom. Certaines personnes vont être plus à l'aise par téléphone. Puis au courant là, vraiment de la publication, du procédé, du processus. Donc à ce moment-là, parfois, on envoie des tapuscrits par la poste, une correspondance, une multitude on est obligé de vraiment changer nos procédures face à ça. Mais ça a toujours continué. On continue d'en recevoir et de travailler à ce moment-là. Donc la maison est encore très active? Oui, oui. OK. Là, vous avez publié le 3e roman, qui est Le silence tapageur. Oui. Vous dites qu'on y retrouve dans ce roman, pas dans ce roman-là, mais dans ce recueil de poésie-là, de l'imagination et de l'émotion. J'aimerais que vous nous lisiez un petit extrait là, Oui. de ce livre-là, Le silence tapageur. On retrouve des émotions, dans le sens que les émotions, qui soient de tous les genres, de tous les styles, souvent, surtout les négatives, on les refoule. On est porté à les refouler, à les repousser. Puis à un moment donné, je dis souvent, ces émotions-là finissent par remonter à la surface et c'est là qu'ils font du tapage. C'est dans ce sens-là. Ah, c'est intéressant. Donc, oui, je vais vous en lire un extrait. Vous pouvez nous lire Oui. l'extrait. Alors, c'est « Cacophonie silencieuse ». Je le raconte, le ressasse. Ravageur silence pernicieux. Efface le trait de la plume. Écrit la page blanche anonyme. Je le dénonce, le rouspète. Bruit du silence tapageur. Cacophonie de rumeurs, étourdie d'ignorance. Armé de mots silencieux, au creux de l'abysse, je déniche les paroles muettes pour dénuder l'épine de ton absence. C'est magnifiquement écrit. Merci beaucoup. Vos recueils, bien là, le premier n'est plus disponible, mais les 2 autres sont vraiment disponibles sur le site. Sur le site, mais Bureau Pro Citation. Ah, OK. Oui. Donc, en librairie ou par leur catalogue. OK. Et est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture en ce moment? Présentement, je n'ai pas d'autres projets d'écriture. J'explore plus les formes de la poésie néoclassique, classique, les vers libres. Je suis plus en période d'exploration, mais j'écris toujours parce que ça fait partie de ma vie. Et continuez-vous à écrire des pièces de théâtre? Oui. Nous, on écrit tous les hivers, puisqu'on joue nos pièces de théâtre souvent dans les campings, l'été, ou dans les salles aussi pour la FADOC. On a joué ici pour les Filles d'Isabelle à Victoriaville, la FADOC de Saint-Valère, de Saint-Zéphirin. On joue un peu partout. Donc, les campings, c'était de Saint-Ours à Québec, en passant par Saint-Nicolas, Trois-Rivières, oui. Donc, ça fait partie vraiment aussi du procédé là, littéraire. Littéraire. Oui. Et s'il y avait des gens ou des organismes qui étaient intéressés à recevoir une de vos pièces de théâtre, on peut vous contacter par les carnets de Dame Plume? Oui, par les carnets de Dame Plume, parce que c'est le même numéro de téléphone. C'est théâtre duo. Duo pour 2. Oui. Donc, c'est moi et mon conjoint qui, dans le fond, qui sont, comme on vous disait, les auteurs. Puis ensuite, c'est facile de nous contacter dans le sens que c'est comme si on engagerait un orchestre. Nous, on arrive avec les décors, le texte, on s'installe, on joue la pièce, on ramasse le tout. On appelle ça du théâtre ambulant, finalement. Ah, OK. C'est un tout inclus. Oui, un clé en main comme la maison d'édition aussi, parce que la maison d'édition, c'est vraiment du manuscrit jusqu'à ce que l'auteur ait son livre en main. Bien, merci beaucoup. Ça a été vraiment intéressant de vous rencontrer. Bien, ça m'a fait plaisir, puis merci de l'invitation. Alors, Joanne, tu nous parles d'un livre de Camilla Lackberg. Oui, c'est bien ça.
C'est le livre « Femmes sans merci » qui est sorti tout récemment là, durant l'été. C'est l'histoire de crimes parfaits. Donc, un crime qui est envers des hommes qui ont commis des abus envers 3 femmes qui ne se connaissaient pas du tout. C'est des abus de différentes natures. Et comment ces femmes en viennent à commettre ce qu'on peut appeler l'irréparable? Bien, c'est parce que elles se font des confidences sur un forum Internet et elles constatent qu'elles seraient suffisamment audacieuses pour prendre leur destinée en main. Alors, je vais vous dresser le portrait de ces 3 femmes-là. Alors, on parle de Ingrid. C'est une femme qui est très intelligente, qui est cultivée, qui est récipiendaire de plusieurs prix. Elle est journaliste et elle a pratiqué le journalisme pendant 14 ans. Mais un jour, devient amoureuse. Tommy, son mari, est promu rédacteur en chef du plus important tabloïd suédois. Ils ont une petite fille et elle décide de mettre sa carrière sur pause, mais pas juste le temps d'un congé de maternité, là, sur pause pour longtemps, pour vraiment bien s'occuper de sa petite fille. Elle l'amène à l'école, va à la garderie, et lorsqu'elle va à l'école, elle rencontre l'enseignante de sa fille, sa jeune fille s'appelle Lovisa, et elle a comme un lien, elle trouve cette femme-là très agréable, elle est charmante et elle a l'impression de comprendre quelque chose qui va au-delà d'elle, mais elle ne sait pas quoi. Mais un jour, Ingrid découvre que son mari a une maîtresse. Ça, il y en a une là, mais il y en a eu pendant plusieurs années avant, chose qu'elle ne savait pas. Et un jour, aux nouvelles, qu'est-ce qu'elle constate? Un peu en lien avec ce qu'on a parlé dans une émission précédente avec les testaments, le fameux MeToo. Hashtag MeToo. Alors, ça réveille des situations qu'elle a vécues lorsqu'elle était journaliste et là, elle devient encore plus enragée contre son mari qui a fait subir ces situations-là à d'autres jeunes femmes. La deuxième jeune femme, c'est Victoria, qui est la princesse des gangsters en Russie. Elle vit avec des gangsters et un jour, son copain est assassiné et elle est victime de harcèlement de la part des assassins. Elle décide donc de quitter la Russie sur les conseils de sa mère pour s'en aller en Suède. Où est-ce que, sur un site de rencontre, elle va rencontrer le partenaire idéal? Mais le partenaire idéal n'est pas du tout idéal. Le partenaire l'isole dans la maison, ne lui donne pas d'argent. Elle a de la difficulté à communiquer avec sa mère par courriel. Elle doit se cacher. Elle veut s'enfuir. Elle veut divorcer. Elle est rattrapée. Et un jour, elle tape sur Google « Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? » Donc, elle se retrouve sur le forum avec Ingrid. La troisième, c'est Brigitta. Elle est l'enseignante de Lovisa que je vous ai parlé au tout début. Et elle est mère de jumeaux de 20 ans et depuis un certain temps, elle a des problèmes de santé, mais elle ne va pas chez le médecin de peur que le médecin voit les bleus qu'elle a partout le corps. Son mari, son mari ne la confine pas comme Victoria, mais il la traite d'esclave, de domestique. Et un jour, elle doit quand même aller chez le médecin et le diagnostic tombe. Elle a un cancer du sein, mais comme elle a tellement tardé, il n'y aurait pas tant de chances que ça qu'elle puisse s'en sortir. Alors, elle aussi, elle va taper sur Google pour voir comment elle pourrait se sortir de cette situation-là, parce que cette femme-là a bâti sa vie sur... Elle est enseignante, comme je l'ai dit tantôt, vouloir plaire, vouloir être entendue, comprise, ce que ni son mari ni ses fils ne lui ont jamais donné. Alors, elle se dit, pourquoi moi je resterais là? Alors, elle va aller aussi sur Google, elle va sur le forum Internet. Donc, on constate donc que c'est des femmes quand même totalement différentes, qui viennent d'univers différents, mais elles sont coincées dans des mariages qui sont vraiment toxiques. Là, je ne dirai pas le punch parce que vous allez dire comment elles ont fait, mais je vais juste vous dire que Brigitta va tuer Malte, qui est le mari de Victoria, en favorisant un accident de moto sur la route. Ingrid va tuer Jacob, qui est le mari de Brigitta. Elle voulait mettre feu à la maison après que Jacob ait été endormi, mais ça ne fonctionne pas, donc elle l'assassine au couteau, en simulant un cambriolage.
Victoria, ça c'est notre Russe marié à un Suédois, va tuer Tommy, le mari de Ingrid, en le poussant d'un bateau et le corps n'est pas retrouvé. 1 an après tous ces événements, ces jeunes femmes se retrouvent en Floride avec la petite fille de Ingrid et comme elles ne se connaissaient pas, elles ont trouvé une façon de se retrouver, mais c'est là qu'on se rend compte que finalement, Ingrid connaissait quand même bien Brigitta, l'enseignante de Lovisa. Et il y a également la mère de Ingrid qui est sur place là, lorsqu'elle se retrouve enfin libérée de leurs 3 bourreaux. Oui, ça finit bien. Puis, il y a beaucoup de rebondissements. Pour l'avoir lu, là, il y a beaucoup de rebondissements. Ça se lit très, très rapidement, mais on constate que le profond de leur malheur, elles ont le désir de s'en sortir et de ne pas être que des victimes. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller au meurtre, mais donc, elles ne veulent pas demeurer victimes toute leur vie. C'est le message que je trouve qui est beau dans ce volume-là. Merci beaucoup. Alors, Monique, toi, tu vas nous parler d'une auteure, du livre d'une auteure, Minette Walters. Oui, Minette, sans farce, elle s'appelle Minette. Minette Walters. C'est une Anglaise, une Britannique. Moi, je l'ai connue par la fin, c'est-à-dire que le premier livre que j'ai lu de cette femme-là, je l'ai trouvé tout à fait par hasard. C'est un livre sur une saga historique sur une épidémie de peste noire au Moyen Âge, au 14e siècle. Alors, en pleine pandémie de COVID, je m'étais dit, ça va me mettre dans l'ambiance. Et en voulant trouver le 2e tome de cette saga historique-là, qui semble, d'après moi, n'est pas publié, j'ai consulté la liste de livres qu'elle avait écrits. Et il faut dire qu'après, avant ce livre-là, il y a eu une pause de 10 ans et avant ça, elle écrivait des romans policiers. Donc, c'est un tout autre registre. C'est vraiment... Et normalement, un livre qui s'intitule « Dans la cave », ça m'aurait absolument pas intéressée, mais j'ai été accrochée par la première phrase de la 4e de couverture où ça dit « Méfiez-vous du monstre que vous avez créé ». Oh! Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on est en Angleterre, dans une famille bourgeoise, en apparence sans histoire. C'est une famille d'immigrants qui viennent d'Afrique, des gens qui vivent assez à l'aise. Alors, il y a le père, la mère et 2 jeunes préados absolument détestables parce que hyper gâtés par leur mère. Et dans cette maison vit une 5e personne, une petite fille de 14 ans appelée Muna. Et qui est Muna? Muna, c'est une jeune orpheline que la mère, Madame Songoli, est allée chercher dans un orphelinat. Elle s'est fait passer pour sa tante et elle l'a amenée avec eux en Angleterre pour servir d'esclave domestique. Alors, tout va bien pour tout le monde, sauf pour Muna, évidemment, jusqu'au jour où le plus jeune des 2 enfants disparaît. On voit d'après les écrans, là, enfin, bref, on le voit partir pour l'école, mais il revient... Les caméras. Les caméras. Bon, les caméras. Il revient jamais de l'école. Et là, bien, fatalement, il faut bien que les parents, à un moment donné, appellent la police pour dire que l'enfant a disparu. Et là, la police, elle trouve ça un peu bizarre que, tu sais, l'enfant, normalement, il devait revenir de la classe, mettons, à 16 heures, et puis ils ont appelé à 10 heures le soir, tu sais. Ils ont commencé à poser des questions, mais qu'est-ce que tu veux? Il fallait bien trouver une raison. Il fallait bien faire de Muna un enfant normal, tu sais. Donc, il fallait l'habiller, il fallait lui donner une chambre, parce que là, elle couche dans la cave, sur une paillasse. Bon, il fallait bien expliquer pourquoi elle était incapable de parler anglais, tu sais, même si elle avait 14 ans. Donc, alors, bon, la police trouve ça un peu étrange, mais finit quand même par s'en aller jusqu'au jour où le 2e enfant disparaît. Là, tu sais, ça commence à être un peu gênant pour la famille. Et là, nous, on découvre peu à peu que Muna,
elle n'est pas si innocente que ça, parce que en plus d'être une enfant hyper intelligente, c'est une manipulatrice de premier ordre, parce qu'elle n'a pas appris l'anglais, mais elle a entendu fonctionner la télévision. Donc, elle se débrouille en anglais à l'insu de la famille Songoli. Elle a appris à se servir d'un téléphone cellulaire en regardant faire les autres. Donc, elle se... Et là, à un moment donné, la maman disparaît. Mais elle ne disparaît pas vraiment parce qu'elle ruine le père en achetant toutes sortes de choses sur sa carte de crédit jusqu'au jour où on s'aperçoit que c'est Muna qui passe des commandes et qui envoie ça un peu partout. Et là, le père est seul à la maison avec Muna. Et là, elle s'arrange pour... Elle le précipite dans la cave parce qu'évidemment, on se doute bien que c'est dans la cave que tout ce beau monde-là disparaît. Là, il est handicapé, il est en chaise roulante. Et là, c'est la lutte à finir entre le père et Muna. Et ce qui est vraiment d'original dans ce livre-là, c'est que vous avez le choix entre deux fins. Ou bien c'est le père qui finit par venir à bout de Muna, de la décoder, puis comprendre ce qui s'est passé, ou bien il disparaît lui aussi. Alors, comme Minette ne savait pas trop laquelle des deux conclusions choisir, son éditrice a dit, bien, écris les deux, puis on va publier les deux. Alors, vous avez le choix, vous choisirez la fin que vous souhaitez. Alors, c'est un livre amusant, très bien construit, c'est le suspense constamment, un beau crescendo. Alors, même si le titre n'est pas affriolant, je vous conseille de lire Dans la cave de Minette Walter. Bien, merci beaucoup. Alors moi, je vais vous parler d'un livre « Regards croisés de l'Arctique à l'Afghanistan » qui est paru en 2019. Ça a été écrit par Fabrice de Pierrebourg et Marc-André Posé. Qui sont ces deux auteurs? Fabrice de Pierrebourg est un journaliste d'enquête et il commande des dossiers de sécurité nationale, soit à la télé, soit à la radio. Et Marc-André Posé est quant à lui dessinateur, photographe, et il parcourt le monde à la recherche d'histoires où l'humain a vraiment la place centrale. Alors, ces reportages ont été publiés, entre autres, dans la Presse Plus et dans le Globe and Mail. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai eu l'idée de lire ce livre. Il me semblait illustré de belle façon et tout ça. Alors, j'ai décidé de le lire. Alors, ce livre concerne une vingtaine de récits, de rencontres marquantes à travers leur périple de l'Arctique à l'Afghanistan. Alors, il y a une vingtaine d'histoires, donc des histoires qui sont dépaysantes, inspirantes et parfois bouleversantes, et qui ont été illustrées par des croquis, des aquarelles ou des dessins de Marc-André Posé. Mais les deux ont fait des voyages et les deux... et c'est bien parce qu'ils alternent. À un moment donné, c'est Fabrice qui raconte, après, c'est Marc-André, leur histoire. Je vais vous en donner quelques-unes de ces histoires-là. On parle du Kwaktak, que je ne connaissais pas, qui est au nord du Québec, au Canada. Et c'est Marc-André Posé qui nous raconte l'histoire d'un homme qui, malgré une jambe amputée, fait des courses de traîneau. Il y a toujours là, de l'émotion dans ce qu'il raconte, soit lui, soit Fabrice de Pierrebourg. Là. C'est vraiment de beaux exemples d'humanité, de gens touchants. Fabrice de Pierrebourg nous raconte qu'il a voyagé à travers la Sibérie à bord du mythique Transsibérien. Qui n'a pas rêvé de voyager? Alors, et il va aller de la frontière polonaise à la mer du Japon. Puis, il nous dit, le pays me semblait figé dans les années 50, quand il a voyagé. Parce qu'il faut dire que ça a pris quelques années avant que le livre soit publié. Là. Ils ont fait des voyages de 2014 à 2017, etc. Il parle de Pétionville, à Haïti, quand en janvier 2010, à 16h53, il y a eu l'effondrement de l'hôtel Montana lors du tremblement de terre. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qu'il y a, mais c'est vraiment très intéressant. Il nous parle aussi, là, on parle de la Syrie, du Liban, du Maroc, de la Turquie, et aussi de Gaza, Tel Aviv et Jérusalem. Puis il nous parle des 3 lieux sacrés qui se côtoient,
là-bas, le mur des Lamentations qui est juif, le dôme du Rocher qui est musulman, puis l'église du Saint-Sépulcre qui est chrétien. Alors, puis il décrit Gaza là, comme très pauvre et misérable. On va au Nunavik, on va dans un salon de thé dans la capitale du Kurdistan irakien, qui est Erbil. On va aussi en Haut-Arctique, où il a voyagé à bord d'un brise-glace. Et en tout cas, il y en a, là, je pourrais vous en raconter encore beaucoup. Alors, c'est pour moi un livre qui est humaniste, qui nous fait voyager en mots, en images et en visages. Alors, si vous aimez les histoires de voyage qui sont touchantes, bien, c'est à lire. Alors, merci à vous. Des livres bien intéressants encore cette semaine. Merci à vous aussi. Alors, je vous laisse sur cette phrase de Gilles Vigneault. « Lire, c'est ouvrir sa porte au monde et ne pas la refermer. » Bonne semaine!